Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour gourmet, bonjour gourmette, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Aujourd'hui, après pratiquement 2 mois d'absence, un ordinateur volé, des galères monstres et la Scoomoon intersidérale, j'arrive enfin à sortir cet épisode 6 et j'accueille enfin, pour la 2e fois puisqu'on réenregistre cet épisode, l'équipe de la préséance, j'ai nommé C et Kiko. Voilà, bienvenue et merci encore d'être avec moi ce soir. Salut Camille. Salut, merci pour l'invitation. Merci, ravi de revenir. À nouveau. Donc c'est super sympa, voilà, comme je le disais en off, d'être revenu, ça me fait plaisir parce que on avait échangé sur ce film et ça avait été super cool. Et on avait échangé sur plein d'autres sujets et j'étais vraiment triste de voir que cet épisode ne verrait pas le jour. Donc cette fois-ci, c'est bon. Je l'ai promis, Harold et Kumar, on va en parler, on va le faire. Je vais plutôt vous laisser vous présenter puisque vous êtes voilà le podcast après séance. Mais qu'est-ce que c'est l'après séance? Dites-moi. Donc l'après-séance podcast, c'est un podcast que je fais avec mon mari Nico. Et chaque semaine, on va débriefer d'un film à chaud après le visionnage. Donc on parle exclusivement de cinéma asiatique, japonais, coréen, hongkongais, chinois. Et voilà, tous les mois, on a aussi des hors-séries. Donc soit un hors-série avec invité, que tu as eu l'honneur de lancer la série le mois dernier. Ouais. Et un hors-série sur des thèmes qui vont varier en fonction soit de l'actualité, soit de nos envies respectives. Oui, à l'heure où on enregistre, le dernier par exemple était sur la Saint-Valentin. Exactement. Voilà. Petite parenthèse. Kiko, je partage ton avis sur Rocky. Je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. Merci. C'est Adrienne dans mon cœur. Mais vous le savez, voilà, moi c'est pas mon histoire d'amour préférée, mais je vois le point de vue et je partage. Donc voilà, cinéma asiatique, essentiellement, comme vous dites, vous le faites dans le plus grand des hasards, c'est-à-dire que vous avez un chapeau que vous tirez à chaque fois, c'est ça. Vous respectez ça. C'est ça. Et donc ça peut être des films complètement inconnus du bataillon comme Past Lives que je connaissais pas du tout. Ouais. En tout cas, ouais, okay. Enfin là où on enregistre, voilà, encore une fois, parce que vous avez une cadence qui est plutôt honorable, qui est de 1 par semaine, donc il y a de quoi manger sur votre chaise. Merci. Et ça fait non, franchement il y a de quoi faire. Et après vous avez les grands classiques comme vous avez fait votre premier Bruce Lee, je crois, dernièrement. Oui, on a fait le premier Bruce Lee. Voilà. Là, on a fait notre premier Kurosawa. Voilà. Ça va. C'est assez éclectique. On va faire du cinéma d'action, kung-fu. On peut faire du thriller. On peut faire de l'horreur. Du drame. On va vraiment partout. Ouais. Okay, En fait, le principe, c'est au départ, on a chacun fait une liste de une quinzaine de films par pays et on a tout mélangé. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on enlève un film, on en rajoute un. Donc la liste est inépuisable. Ah, et, ça, je savais pas. Moi, dans mon imaginaire, je pensais que le chapeau s'épuisait petit à petit. Et donc, forcément... C'était l'idée de départ. Et puis, au final... Pour être honnête, au début, c'est ce qu'on avait fait. On avait mis 90 films dans les 3 genres cinématographiques différents. Et on s'est dit, une fois qu'on aura fait les 90, on a le temps. Parce qu'à la base, on avait prévu de sortir un épisode par mois. Ouais. Finalement, on s'est laissé porter par la hype et puis par la motivation mutuelle. On a enregistré, on a enchaîné. Finalement, on s'est mis à chaque épisode, en fait, à remplacer. Si on tombe sur un film japonais, par exemple, on le remplace par un autre film japonais. Et donc, au final, le podcast c'est sur un CDI, en fait. On est sur une durée indéterminée. Ouais, mais c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que la mort nous sépare. Voilà. Et par exemple, là, je me pose la question, est-ce que vous avez prévu de mettre dans la casquette de l'actualité, par exemple des films qui vont sortir... par exemple, Past Life, on fait partie. Il est sorti l'année dernière, Past Life, on fait partie. Il est sorti il y a quelques mois. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Et oui, sinon, on en a rajouté au fur et à mesure dans notre chapeau des récents, justement, qu'on n'a pas encore regardés, qui viendront un jour ou l'autre, quand on ne sait pas. Ça se peut, il tombera dans 10 ans, mais... Oui, ça, c'est le mystère du chapeau. J'ai une dernière question. Non, j'ai un autre point. C'est Kiko, toi, tu as un podcast secondaire, toujours sur l'univers asiatique, exactement, qui s'appelle Dans ma manga tech, DMA. DMM. DMM, voilà, DMM, punaise. Oh, je suis nul en orthographe. Pas trop, t'inquiète. Et du coup, tu parles essentiellement de tes mangas que tu as dans ta manga tech,
qui littéralement, j'ai vu sur tes stories, moi je suis traumatisé des déménagements et ça me fait peur quand je vois tout ce que t'as. Si un jour vous devez déménager, mais je me dis, mais en fait, c'est pas possible. C'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu autant de mangas dans une seule pièce autant. Mais en plus, vraiment du seinen, du shonen, enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est pareil, il y a de tout. J'essaie de varier aussi parce que ça fait... j'ai 38 ans aujourd'hui, je crois que ça fait quasiment 30 ans que je bouffe du manga. Donc oui, à côté, oui, effectivement, j'ai le podcast sur le manga où j'essaie de parler de mangas plus ou moins inconnus ou oubliés. Ouais. Et l'idée, c'est de faire un résumé avec une ambiance immersive. Et ensuite, je débriefe sur ce manga, sur l'auteur, et voilà quoi. C'est très très bien. Premier épisode super, le deuxième épisode devrait sortir bientôt. Donc, justement, la dernière fois où j'en étais resté, moi, il était encore en cours de peaufinage, donc je vais aller checker ça. En fait, j'avais eu des problèmes techniques aussi, donc voilà. On connaît. Ouais. C'est le nerf de la guerre. Et du coup, non, le premier épisode est sorti. Là, je suis en train de finaliser le deuxième. Donc, cool. On va essayer d'enchaîner. On va essayer d'en sortir au moins un par mois, quoi. Ce qui est déjà honorable. En tout cas, avec Cinéphage et un boulot, vous avez des boulots à côté, il faut le rappeler. À côté, avec pour moi, cadence de 1 mois, c'est ok. Hein. Franchement, je fais mes nuits le soir et je suis bien fatigué. Donc voilà. Merci à toutes et à toutes les gourmettes qui nous suivent et qui celles et ceux qui suivent la préséance, parce que c'est, je pense, je peux le dire pour nous deux, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Ça fait plaisir. Tous vos retours, on le voit. Et donc voilà, personnellement, moi je remercie. C'est hyper important. Voilà. Et par exemple, je remercie Carlos aujourd'hui qui dans mon Gmail, alors je sais pas si c'est un scam ou si c'est quelque chose de vrai, mais il m'a averti que voilà, sur Apple Podcast, je suis 18e en film. C'est un peu bizarre, mais tu fais bien d'en parler parce que j'ai reçu exactement le même mail. Ok, donc c'est un scam. Et il y a des chances parce que moi il m'a dit, je sais plus, je crois que on est 15 ou 16e dans la rubrique film, je sais plus quoi là. Ouais, donc maintenant que t'as dit Carlos, je me suis dit ça me parle ça. J'ai reçu le même mail donc. Carlos de c'est pas grave, ça reste un objectif comme ça on pourra faire ça. Même si c'est un scam, en vrai ça fait plaisir. On est content que Carlos nous place dans son estime comme ça. Donc merci à toi Carlos. C'est ça, donc, exactement. Merci Carlos. Merci Carlos. Donc, pardon. Ces présentations faites, donc voilà, avec nos invités du coup internationaux, puisqu'on on enregistre depuis la France et le Québec. Et ça va être justement une plus-value pour cet épisode, parce qu'on va parler notamment de culture américaine. On va parler du fameux film Harold et Kumar chassent le burger. Tu crois que tout ça c'est qu'une histoire d'hamburger? C'est autrement plus important que ça. Cette nuit est la nuit du rêve américain. Qui veut un peu de boudin? New Line Cinema présente l'asiatique d'American Pie. C'est Neil Patrick Harris qui vient de me piquer ma voiture? Oui. Et l'Indien d'American Party. Heureusement je vous ai trouvé, on a une urgence. Vous savez comment on va chez White Castle? Ouais. Mais pourquoi? Harold et Kumar chassent le burger ou Harold and Kumar Goes to White Castle, est un film canado-germano-américain qui a été réalisé en 2004 par Danny Liner, qui est un réalisateur que personnellement je ne connaissais pas, qui a fait entre autres Emek Elumakes, que vous avez vu, je crois. Oui. Effectivement. Qui est un film dans la même veine que Harold et Kumar, un buddy movie et même on peut dire un stoner movie. Ce que je pense définir comme stoner movie, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, c'est un film où on est avec des personnages plutôt jeunes, généralement dans la 20-30aine, qui sont adeptes de drogue, que ce soit la marijuana, pas forcément trop c'est surtout la marijuana, pas beaucoup plus de drogue dure, on va dire. La fumette, quoi. Voilà, la fumette, exactement. C'est pas de drogue dure, ouais. Drogue dure, moi je sais que j'avais un pote qui donnait l'appellation de stoner movie à, par exemple, Requiem for a Dream ou Trainspotting. Ce à quoi je suis pas forcément d'accord. Parce que je suis pas d'accord non plus. Voilà, parce que on est d'accord là-dessus, sur le fait de ne pas être d'accord. Pour moi, stoner movie, ça parle de fumette, comme on a dit, et surtout, c'est drôle, c'est quelque chose qui se veut bon délire, fun, un peu posage de cerveau. Et Trainspotting ou Requiem for a Dream, on n'est pas là vraiment pour rigoler des barres.
Non, pas trop. Non, voilà. Ceux qui l'auront vu, C'est pas l'idée. c'est voilà, trainspotting un petit peu, mais tu ris jaune quand même un petit peu sur les bords. Oui. Enfin voilà. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il y a le côté party, en fait, des fêtes, il y ait ce truc d'où ils se retrouvent et soit ils picolent, soit ils fument, mais en gros, où il y a un peu un arrière-plan de fêtes, soit universitaires, soit un peu plus âgées, suivant les personnages. Mais... Alors je pense que l'ambiance universitaire fait partie des codes. Après, je pense pas que ce soit une des règles. Par exemple, si pour t'en citer un, l'exemple typique, Harold et Kumar, c'est des personnages qui sont dans la vie active. Ils sont pas dans le milieu universitaire. On est sur des enfants adultes. On est sur des gens qui sont clairement pas très indépendant, pas très rangé, et l'université fait partie de, comme tu dis, voilà, de la fumette, de l'esprit un peu Jones. Waouh, putain, je suis vieux. Oh, c'est parti tout seul. Et nous donc. Ouais. Et donc ouais, par exemple, OI fait partie de cela et rentre dans cette catégorie là. Donc je reprends là où j'en étais sur la présentation. Donc Stoner Movie, réalisé donc par Danny Liner, qui malheureusement, donc ce réalisateur, j'ai appris récemment qu'il est décédé en 2018. Je sais pas trop quoi faire de cette info, mais moi ça m'a rendu triste parce que j'ai découvert ce réalisateur, j'ai vu qu'il était un peu important dans une espèce de sphère et il est mort un peu dans l'anonymat le plus général. Et je trouve ça un peu tristouné, tu vois, ça m'a fait un peu un shutdown en me disant, je vois pas des gens, enfin dans ma tête, je vois difficilement des gens qui réalisent des stoner movies comme ça, qui sont pour les jeunes, qui sont des trucs de grands ados, bah du coup vieillir et mourir. Parce que là, le gars, je crois, il est mort, il avait 70 ans, donc... Et donc ça me... Je sais pas, ça me fait un... C'est tout un autre contexte. Donc dans l'idée, en fait, il a réalisé le film déjà... super tard, en fait. Il avait au moins une quarantaine d'années quand il a réalisé le film. Donc ouais, il était pas tout jeune. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est marrant parce que quand tu regardes sa carrière, enfin juste avec Emek Elomakes et Harold et Kumar, t'as l'impression en fait c'est vraiment un film de Jones en fait, fait par un Jones. Ouais. Et j'ai consulté le reste de sa filmographie et il a fait Joe à les boules, je crois, un autre film où c'est un gars qui joue au tennis il a faim. Il a très faim. Donc c'est toujours le même niveau, c'est les mêmes thématiques. Donc ouais, c'est un gars qui est resté, je pense, après il faudrait se renseigner un peu plus. La magie de Cinéphage qui bosse à moitié ces sujets. Abonnez-vous, suivez-nous sur Spotify et toutes les plateformes pour plus de recherches. Mais voilà, donc ouais, ça m'a foutu un petit bad. Donc une pensée pour Danny Liner qui, je pense, a été important pour plein de gens sans qu'ils le connaissent, je pense. Oh, je pense que oui. Ouais, j'enchaîne, sans transition. Avec à l'écriture du coup, puisqu'il n'était pas du tout seul, Danny Liner, lui, il a chapeauté le film, mais il ne l'a pas écrit. On retrouve le duo de John Hurwitz et Hayden Schlossberg, qui sont des scénaristes qui ont travaillé notamment sur la série Cobra Kai qui est sortie sur Netflix, et je crois qu'il est terminé. Okay. Et un des deux, je crois que c'est Hayden Schlossberg, a fait les suites de Harold et Kumar. J'en viens du coup au synopsis qui est assez court, vous le devinez, puisque c'est dans le titre. C'est Harold et Kumar ont faim. Ils vont chasser le burger, ou dans la version anglaise, ils vont directement à White Castle, qui est une chaîne de fast-food qui existe réellement aux États-Unis et qui, fun fact, je vous l'avais appris la dernière fois, est la première chaîne de fast-food des États-Unis, donc c'est la plus ancienne. Elle date de 1921, donc c'est un pilier là-bas. Et justement, vous y avez pas mangé, je crois. Non, on n'a jamais mangé. On a juste des retours comme quoi c'est un peu le fast-food entre guillemets du pauvre où tu vas vraiment là-bas juste quand t'as la dalle et quand t'as pas beaucoup d'argent. Et il faut pas trop regarder ce que tu manges non plus parce que je pense que ça doit pas être. Ça passe pas forcément les normes d'hygiène, quoi. Ah ouais, finesse. Dans les bandes annonces et dans la fameuse scène culte de dégustation des White Castle, je sais que moi ça m'avait donné l'eau à la bouche, mais d'un autre côté, on en discutait, je trouve que ça ressemble un peu à un pitch à la viande, donc Ouais, c'est ça. Bien joué. Alors là, très bonne. C'est exactement ça. Ouais. Ben, c'est comme c'est un espèce de pain brioché mais qui a pas de bordure, où t'as une espèce de t'as le burger au milieu. Je suis toujours curieux de si jamais je vais de l'autre côté de l'Atlantique pour goûter cela, mais comme vous dites, je pense que
je vais être assez déçu. Et dans le film, je crois qu'ils en parlent du fait que c'est à $1 le burger, donc ça doit pas être mirobolant. Et... On reviendra quand on testera le White Castle. On fera un retour. Ouais, on fera un débrief. Si jamais on ose y aller. Mais d'une force, on faudra qu'on fasse soit Harold et Kumar le 2, mais je sais plus s'il y a de la bouffe. Ouais. Si, il y a le fameux sandwich à la bite, voilà, pour ceux qui l'ont vu, voilà, qui se passent de commentaires. Mais du coup, Harold et Kumar, malgré le goût dégueulasse des burgers, sont pauvres et décident d'aller au White Castle parce qu'ils ont une fonce dalle du turfu. Et ils décident d'aller manger au White Castle, et donc c'est le début d'un très long périple. Et si je peux rajouter un petit truc, c'est ils se sont défoncés devant la pub du White Castle. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, c'est notre objectif, c'est White Castle. Parce qu'en fait, il est rentré dans notre tête avec la publicité. Donc si c'est pas un message un peu patriarcal... Ouais, alors ça, on y reviendra. Il y a même justement, le côté où c'est limite montré comme un burger de luxe, quoi. Oui, c'est ça. Le truc où c'est the burger qui est au-dessus de tout, mais qui en plus est pas cher. Et donc il cochait toutes les cases et c'était vraiment le Graal, quoi. C'est ça, la pub en deux souvenirs, elle le vend très bien. Et eux, comme ils sont pétés, ils sont là en mode j'ai très très faim d'un burger comme ça. Harold et Kumar chassent le burger est devenu un film culte au sens propre du terme. Je sais que c'est galvaudé, cette expression, tout le monde le dit de partout, etc. Mais là, pour le coup, c'est effectif, puisque auprès d'une certaine population, d'une certaine génération, ce film se passe sous le manteau. Il y a des références dans la pop culture, notamment d'Artek, qui a repris avec l'enculeur d'arbre. Non, c'est votre buisson. Vous avez des rapports très privilégiés avec le buisson. Non, je voulais juste dire, vous êtes le roi de la forêt. Je vous demande pardon. Quoi ? Espèce d'enculeur d'arbre. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel je dansais quand j'étais au lycée avec mes copains. Et donc, je connaissais ce film avant de l'avoir vu. Donc, c'est un film qui a une portée, qui est réputé par les gens connaisseurs du milieu comme étant un des meilleurs stoner movies et un des plus cultes. Et ce film, 20 ans après, reste un classique. Et on avait parlé de la question de est-ce que White Castle a payé le film pour faire justement le scénario autour de leur chaîne. Une publicité énorme. Voilà, exactement, publicité énorme ou pas. J'ai fouillé un peu. À défaut de se faire voler un ordi, on peut faire des recherches. Et du coup, j'ai regardé. Et en fait, le film... Alors, les seules infos que j'ai trouvées sont d'IMDb. Donc, j'ai pas pu fouiller plus loin. Mais de ce qui est donné sur le net, c'est que le film ne semble pas avoir fait de publicité ou d'accord avec la chaîne White Castle. Il aurait fait une publicité gratuite de White Castle. C'est vraiment... on a voulu en parler. Par contre, ce qui est arrivé et ce qui est prouvable, c'est que White Castle, face à cette pub gratuite énorme, pendant l'exploitation du film en salle, ils ont commercialisé des cups avec l'effigie de Harold et Kumar sur les cups, des petits verres édition limitée. Et ça, pour le coup, ça en a fait un peu un petit événement, parce que c'était le premier film rated R aux États-Unis à bénéficier de publicité dans des fast-foods. Puisque avant, c'était un truc pour les enfants, genre Batman et tout. Et là, ça a été le premier en disant, bah voilà, on parle de trucs qui sont pas du tout pour les enfants, mais on le met dans votre Happy Meal et il n'y a pas de souci, voilà, tu vois. Tout va bien. Tout va bien. J'imagine bien les enfants qui vont demander à leurs parents, ils font quoi, Harold et Kumar dans le film Ouais. Ils chassent le burger. Ils ont très faim. Pourquoi ils ont faim ? Pour rien. C'est tout. Donc voilà, il semblerait que White Castle ait eu une pub gratuite qui les a rendus un peu immortalisés dans le film. On va pouvoir enfin passer justement à la nouvelle recette qui sont la vie / métaphore. Ok, let's go. On teste des trucs. Je sais, dans le prochain épisode, qui sera l'épisode 7, ça ne va pas être fait parce que cet épisode-là a été tourné juste avant que je me fasse voler mon ordi. Et donc, on va parler, pour donner notre avis, d'une métaphore culinaire, comme on a fait un peu dans l'épisode des Gérard Armé. Mais cette fois-ci, comme j'ai eu un peu des retours dessus, on va l'étayer un peu. On va aller un petit peu plus loin pour expliquer bien en profondeur cette métaphore, que tout le monde comprenne de quoi on veut parler. Et je vais vous laisser la parole à vous, mes chers invités. Quelle métaphore culinaire pourriez-vous donner à Harold et Kumar pour en parler, pour donner votre avis dessus? Moi, ça va être un peu... vous n'allez pas forcément pouvoir vous identifier particulièrement. Quand les femmes sont enceintes, généralement, on a des envies particulières et des fois, elles ne sont pas forcément toujours super bonnes pour... notre santé après, on va dire. Et pour le coup, moi, j'avais toujours très envie de poulet frit. Sauf que en fait, ça me rendait super malade. Ah. Et Harold et Kumar, c'est un petit peu ça, quoi. C'est que t'as envie de le voir,
mais il te laisse un goût un peu désagréable dans la bouche après derrière, quoi. Ouais, ok, Voilà. elle est super cette métaphore. Moi, j'avais une amie, elle m'avait parlé que sa maman, elle, c'était du camembert ketchup, ses envies particulières. Ok. Ouais. Elle ne Bah, mangeait moi, que ça. j'avais pas trop de grosses nausées ou de trucs vraiment désagréables, mais c'est vrai que j'avais quelques aliments qui passaient pas Mhm. du tout. Et notamment le chocolat, tout ce qui était sucré et tout. Et après, tout ce qui était frit, en fait. Et pour le coup, tous les frites KFC, par exemple, maintenant, je peux quasiment pas en manger, puisque je... T'as trop abusé. Ouais. Donc c'est ça. Ouais. Donc Et pourtant, j'en avais pas tant mangé que ça, mais je sais pas, ça m'a vraiment fait ouais, une blocage. réaction un peu épidermique, quoi. Ok. Et toi, du coup, Kiko? Alors moi, je vais reprendre un peu celle que j'avais fait Oui. avant. Qui était parfaite. Et je vais rester sur le burger et je vais dire que pour moi, Harold et Kumar, c'est un peu le gros burger bien juteux à plusieurs étages. Tu vois, le double, triple steak avec le triple fromage, bien gras. Quand tu passes devant le restaurant, tu le vois, tu te dis putain, celui-là, j'ai pas trop envie de le manger parce qu'il va pas être bon pour ma santé. Mhm. Mais une fois que tu l'as consommé, eh ben, tu l'as bien kiffé. Ouais, bah, ça se rejoint un peu avec ce que disait Céline. Et est-ce que, je filerais un peu la métaphore, est-ce que tu dirais, c'est le genre de burger où quand tu l'as mangé, on te donne le t-shirt « J'ai mangé le burger par exemple, Harold et Kumar », C'est ça. et les gens dans la rue te La reconnaissent. grosse fierté. C'est ça, les gens ils se Ouais. disent « Ah, toi Ouais, aussi et tu tu l'as fais des mangé, checks, c'est ça tu connais et tout. » Ouais. Mais il y a une Et- petite fierté quand même derrière, Mm. tu vois. Mais contrairement à Céline, tu vois, c'est le truc, tu vois qu'il va pas te faire du bien, le film. Tu sais qu'il est bien Ouais. gras. Ouais. Mais quand tu l'as bouffé, t'as passé un bon moment, tu l'as bien aimé. Et voilà. Et il te faut un peu de temps, histoire que d'avoir bien Long- digéré Long à et, digérer. et éliminer le gras pour pouvoir y retourner, quoi. Ouais. Moi, ma métaphore, elle se croise un peu avec mon vécu. C'est-à-dire que je compare ce film, cette métaphore, là aussi, à ma première fois au McDo. La première fois au fast-food McDonald's, avec les copains. Parce que j'ai été éduqué par ma mère et mes parents comme un anti-fast-food, anti-produits chimiques, etc. Je mangeais du sain, du bio, ou en tout cas le plus sain possible, la soupe, etc. Donc, j'ai dégusté mon premier McDo en catimini avec les copains, courant lycée. Et Harold et Kumar, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un film, comme mon premier Big Mac, où je l'ai mangé dans le dos de mes parents, sans leur accord. Et surtout pas, je pense pas qu'ils auraient kiffé que je le mange avec eux. Et pareil, j'aurais pas aimé le faire avec eux. Et comme vous, pour paraphraser, c'est gras. Tu sais que c'est dégueulasse, c'est chimique, c'est pas bon. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut manger tous les jours. Mais il est fait par un organisme qui sait exactement la recette du produit. C'est quelque chose qui est calibré, qui te fait du bien très précisément. Enfin, il y a pas un pet de travers. Parce que c'est une recette qui a été faite des millions de fois, mais qui suffit à te divertir, voilà, sur l'instant présent, et qui te reste comme une petite découverte et qui m'a initié à un univers, plus particulièrement l'univers du fast-food et par métaphore, l'univers du stoner movie. Avec mes amis qui me disaient « Mais tu ne connais pas Harold et Kumar, mais enfin Camille, réveille-toi, regarde-le rapidement. » Donc voilà. Excellent. Ouais. Bah, c'est donc voilà la petite métaphore. J'espère, gourmette, que vous avez compris ce qu'on a dit. Et si jamais c'est pas le cas, on fera des efforts pour la prochaine fois si on réitère cette expérience. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce concept-là. Donc voilà, Harold et Et Kumar. moi, en tant que spectateur, j'apprécie. Bah voilà. Bah, Je te fais part de mon premier avis. Et bah super. Voilà, ça a été. On a le temps pour Kiko. C'est déjà Et une justement, pour un podcast qui gère le cinéma et la bouffe, c'est parfait. Ça va être extrêmement dans la ligne directrice du podcast. Et ben on commence avec un burger bien gras et bien juteux, / poulet frit, / McDo. Voilà. Je pense la ligne directrice est la même, c'est pas tous les jours, pas avec papa et maman, et tu t'en veux un peu, et ton transit t'en veut un peu après. On va pouvoir passer maintenant au cœur du sujet, aux analyses plus ou moins capillotractées, parce que c'est la recette de la maison, moi j'adore faire ça, et donc ça va partir en version spoiler, attention. Voilà le minimum d'informations que je peux partager pour ne pas divulgacher. Oui, mais enfin, tout de même, Jésus. Oh, ta gueule. Avant de faire mon point d'analyse sur qu'est-ce que représenterait le burger dans Harold et Kumar chasse le burger, je vais parler surtout moi d'une qualité que j'ai pas pu trop énoncer dans la partie no spoil,
qui est la qualité d'écriture de Harold et Kumar, qui est au-delà de sa graisse évidente, de son humour potache américain très bas de la ceinture. Je trouve que c'est un film qui est très bien écrit. En tout cas, c'est son duo de scénaristes ont fait bien le taf, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une recette, avec des gags très clichés. Mais ces personnes-là ajoutent au dernier moment une seconde idée. Ils font un petit contraste qui font que la blague redevient complètement originale et super drôle. Par exemple, la fameuse scène de la bataille anale, comme elle s'appelle, qui est une scène dans le contexte où Harold et Kumar sont dans une fête, trouvent 2 pin-up hyper sexy, calibrés comme jamais, qui généralement dans ces films sont juste des morceaux de viande bonnes à être baisés littéralement, hein, c'est le mot, puisque c'est très sexuel. Et donc ces jeunes filles sont généralement la personnalisation du désir sexuel. Et elles sont que ça dans les films comme ça. Et là dans Harold et Kumar, ils les croisent, donc on est en mode ok, ils veulent se les faire, c'est désir sexuel. Et ils vont se cacher pour une raison, je sais plus quelle est, je crois qu'ils se font pourchasser par les flics à un moment, et ils vont se cacher dans des toilettes, et ils retrouvent ces 2 jeunes filles qui sont chacune dans des portières différentes des toilettes, et se disent, sans savoir que Harold et Kumar les entendent, « Hey, ça te dit on fait une bataille anale ?» Et donc elles font la fameuse blague de Prout, qui est juste on pète très fort et on fait du caca, et c'est l'humour caca-pipi. Mais cet humour caca-pipi très bas du front est posé sur des personnages qui n'ont pas du tout l'habitude d'avoir cet humour-là. Du coup, esclafade, rigolade, c'est plus intelligent que ça n'y paraît. Et ça n'est qu'un exemple de blague parmi tant d'autres. Enfin, je pense qu'on en avait discuté la dernière fois sur le côté du racisme, qui est super bien intégré là-dedans par rapport au cliché et au racisme ordinaire. Au-delà du gras, c'est un burger qui est bien fait, Harold et Kumar. C'est ça. Et en fait, on peut même rajouter que la ligne directrice du film, c'est de taper sur toutes les communautés, sur toutes les personnes, et ça n'épargne personne. Ouais, c'est clair. C'est ça parle des Asiatiques avec le personnage de Harold, qui est justement le personnage de l'informaticien asiatique qu'on va dire « Ah, c'est toi qui es bon en maths, etc. » On a Kumar qui est l'étudiant en médecine, fils d'immigrés d'origine indienne, qui justement doit à tout prix faire des études, sinon son père le déshonore. Et il y a les juifs, il y a leurs voisins juifs, alors comment ils s'appellent ? Il y a les voisins juifs, il y a aussi les... Il y a les 2 Afro-Américains dans la prison. Ça c'est dans le 2. Arrêtés. Ça c'est dans le 2. Non, il y en a qu'un, pardon. Il y en a qu'un, oui. Pardon. Qui est arrêté. La scène dans le commissariat pour rien, en fait. Ouais. Oui, c'est pas, il lit un livre ou je sais pas quoi, et oui, c'est ça. Voilà, il est assis en train de lire et il se fait arrêter. Et... À la base, c'est ça. Il lisait un livre dans la rue, les flics sont passés à côté de lui, et parce qu'il est noir et parce qu'il lisait un livre, c'était suspect, ils l'ont pris, puis ils l'ont jeté en prison. Et t'as un espèce de running gag derrière, où justement, pour s'évader, mais en fait, Kumar va faire un peu diversion pour que... la police, en fait, se jette sur une affaire de fusillade. Et en fait, on sent que c'est le petit commissariat du coin. Ouais. Et en fait, ils entendent fusillade et ils sont tous saucés. Et ils se disent ah, enfin de l'action, on y va tous. Et en fait, le commissariat se vide complètement. Oui. Ils vont tous voir cette fausse fusillade. Et en fait, ils en profitent pour s'évader. Mais la personne, justement, afro-américaine, lui, reste dans la cellule. Parce qu'il veut dire, moi, j'ai rien à voir avec vos histoires. Je ne veux pas sortir de là parce que de toute façon, je me ferai rattraper. Ouais. Bah, manque de peau, même en faisant ce geste-là, les flics, quand ils reviennent, ils voient Harold et Kumar essayer de s'évader, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se jeter sur l'afro-américain pour le remaîtriser et le laisser dans la prison parce qu'il n'était pas sorti. Donc t'as un peu, c'est ça. Cette culture, enfin ces sous-cultures, ces fausses cultures. Ouais, c'est du racisme, des violences, des violences policières. Voilà, violences policières. Qui sont... Et déjà en 2004. C'est ça, en 2004, il tire à balles réelles comme ça, et mauvais jeu de mots peut-être, l'association du temps. Mais voilà, c'est en 2004, comme tu dis, c'était déjà d'actualité, et maintenant, on le sait tous, encore plus, c'est encore d'actualité avec... il y a eu George Floyd. George Floyd, entre autres. Mais il y en a eu tellement... Et puis avant ça, en 92, je crois, il y a eu les émeutes à Los Angeles, justement, avec l'affaire... O.J. Simpson C'était lui ? Non, c'était pas O.J. Simpson, c'était... Ah, j'ai un trou, je ne sais plus.
Et en fait, la première violence policière qui a été filmée de l'histoire, en fait, parce qu'en 90, il n'y avait pas trop, il y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de smartphone. Et en fait, au loin, il y a quelqu'un qui a réussi à filmer avec une petite caméra cette violence policière où un Afro-Américain se fait tuer par les policiers. L'histoire après est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. C'est comme plein de sujets compliqués comme ça, comme le racisme ordinaire, comme le sexisme, etc. C'est des sujets qui sont de plus en plus présents au cinéma, dans la pop culture, mais il y a encore du chemin à faire avant que ce soit vraiment effectif dans la vie des gens. Mais déjà, voilà, ce qu'on peut saluer, c'est que Harold et Kumar, malgré sa graisse et ses couilles sur la table par moments de manière littérale, il parle de sujets comme ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les comédies stoner movie. Ce qui, je pense, en a fait un peu ce qui a participé à son statut. Bien sûr, et puis surtout que même s'il parle de sujets importants, il le fait avant tout avec humour. Parce que là, on parle de cette scène-là dans la prison avec la violence policière, mais moi, je me suis retrouvé à rigoler devant cette scène. Oui, mais elle est très drôle, elle est super bien faite. Elle est très drôle. C'est ça. C'est ça qu'en fait, c'est tout le génie de l'écriture. Et parce que les personnages le vivent avec humour aussi, c'est-à-dire que ce personnage-là dans la prison, il va vraiment prendre ça avec justement... genre il est dépité et au final il le prend avec humour parce que justement il sait qu'il peut rien faire d'autre. C'est ça, il est résigné. Il y a aussi ça qui fonctionne bien, c'est que justement comme chaque personnage dans leur propre stéréotype vont prendre les choses avec humour, en fait quand il y a des blagues après dessus ça fonctionne beaucoup plus que si ça tombait un peu à plat, quoi. C'est ça, c'est le seul personnage qui est plus ou moins sérieux de toute l'histoire et qui en prend un peu plein la gueule, c'est Harold, parce que c'est un peu l'espèce de personne qui veut être adulte du groupe, et c'est lui qui en prend plein la gueule, et les autres sont, comme tu dis, c'est tous des personnes qui sont en mode, c'est la vie, c'est comme ça, les États-Unis, c'est devenu nawak, et c'est comme ça, et on s'en fout, il n'y a plus d'avenir. Ce film, en plus de parler, comme on a dit, des violences raciales, de tout ça, du racisme, du sexisme, parce que... Alors non, sexisme, non, pardon, il parle pas du tout. Ouais, pour moi, il en parle pas. Non, ça c'est pas du tout le cas. Moi, justement, le gros bémol du film, en fait. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, tout est vraiment auto-centré sur l'homme, le jeune homme en général. Oui. Le désir masculin est extrêmement présent, donc ce qu'on va appeler le male gaze, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le personnage principal féminin, donc qui est le personnage qui est censé être Maria, la personne avec qui veut sortir la Harold, love interest, qui est vraiment où il est vraiment limite amoureux, quoi, genre, et en fait elle ouvre pas la bouche, elle parle pas. Ouais, c'est ça, elle parle qu'à la fin du film, et encore, à la fin, elle a une phrase, elle a 3 lignes et après ils s'embrassent, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment le côté, justement, où ils se parlent pas, ils se connaissent pas, mais forcément, elle va tomber amoureuse de lui parce que c'est la girl next door et qu'elle est mignonne et tout le monde veut la choper parce que juste en la regardant, on voit qu'elle est parfaite. Ouais. Alors qu'au final, on s'intéresse pas sur son fond ou sur ce qu'elle fait ou qui elle est, en fait. C'est ça. Pour eux, malheureusement, elle est parfaite parce qu'ils parlent pas, quoi. Ouais. Malheureusement, le film est le fruit de son époque et vraiment, comme tu dis, c'est un film qui parle beaucoup plus peut-être aux hommes, qui a un male gaze mais omniprésent parce que c'est juste on veut baiser, on veut fumer et c'est l'American way of life, c'est les femmes, c'est des trophées et ça sert soit à être super jolie, hyper baisable, ou c'est des geeks et on s'en occupe pas parce qu'elles sont moches, elles sont pas attirantes du tout. Elles sont pas attirantes et on n'en veut pas et c'est là et on se moque d'elles parce que t'es pas dans le moule, tu vois. Donc là-dessus non, ils font pas d'efforts, ils font même plus de blagues, à part moi je retiens la bataille anale qui change un petit peu la donne et tout. Effectivement, c'est un contre-pied de montrer des personnages qui sont d'habitude les icônes féminines hyper sexualisées et justement pas du tout dans l'intérêt psychologique du personnage. Elles sont montrées comme le désir ultime pour les hommes, et à partir du moment où on n'est plus sur le schéma de physiquement elles sont belles et donc on rompt en fait ce désir-là, elles sont plus du tout désirables. Parce que justement elles sortent de la boîte dans laquelle elles sont mises, et tout le désir de Harold et Kumar pour elle disparaît complètement. Oui, c'est ça. Limite, il y a le dégoût et le côté de... Surtout, faut pas nous approcher, quoi. C'est ça, il y a le dégoût de « Oh mon Dieu, des filles qui font caca », tu vois. C'est exactement ça. Le tabou est brisé, malheureusement. Voilà. C'est... Désolé, mec, mais... voilà. C'est pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Enfin, celles, je pense, qui sont plus au courant que les autres, mais ouais, les filles font caca. J'espère pour eux, déjà, oui.
T'imagines, tu sais pas. Je fais, oh mon dieu. Mince, qu'est-ce qui se passe? Punaise, qu'est-ce qui m'arrive? Harold et Kumar perd un point là-dessus. Par contre, ce qu'il gagne, je trouve, au niveau de l'analyse, moi, l'analyse principale que j'en ai à faire, c'est, pour moi, le fast-food, le burger, permet de représenter, en fait, dans ce film, le niveau à laquelle les États-Unis s'est abaissé. C'est-à-dire que les fast-foods sont devenus la nouvelle religion des personnages, la nouvelle religion des Américains moyens. Parce que dans le film, en fait, tout le monde ne croit plus en rien. C'est-à-dire que Harold et Kumar stagnent dans une espèce de position où ils veulent pas grandir, ils ne veulent pas d'avenir, ils ne veulent pas fonder une famille, etc. Enfin, leurs voisins, c'est pareil. Personne ne veut rentrer dans le schéma américain classique de travail, famille, petit chien et banlieue pavillonnaire. On est plus dans aller manger, vivre ses pulsions, et chacun a sa religion. Chaque structure, chaque chaîne de fast-food est vénérée par les personnages, c'est-à-dire que j'ai fait un peu plus, j'ai revu le film. Les voisins, donc Goldstein et Rosenberg, pour eux, c'est le hot dog. J'ai pas réussi à trouver le titre. J'ai plus le nom. En fait, j'ai fait une capture, j'ai regardé, mais c'était pixelisé. Ça s'appelle Parmala, mais je sais pas du coup si c'est des hot dogs. J'ai pas réussi à trouver sur internet si c'est des hot dogs inventés pour le film ou si c'est une vraie chaîne qui existe comme Frank's, etc. Peut-être que ça a été inventé pour ce coup-là. Mais voilà, par exemple, les voisins Goldstein et Rosenberg, la raison pour laquelle ils ne vont pas avec Harold et Kumar, chez White Castle, c'est qu'ils disent bah non, nous, on est chez Parmala Hot Dogs. L'employé de Burger Shack, lui, bah c'est pareil, c'est en mode, il travaille dans quelque chose, dans une autre infrastructure, et quand il prêche, littéralement, White Castle, il fait tout un petit discours sur « Oh, regarde comme c'est croustillant, comme c'est beau, comme c'est machin ». Il finit par se radicaliser et dire « Allez, on crame tout Burger Shack et on va voir White Castle ». Là aussi, c'est ça, là aussi, la scène est rigolote. Et derrière, tu te dis « Bah ouais, le gars, il s'est radicalisé, tu vois, il a changé de religion, comme tu peux te convertir, plus ou moins ». Et Harold Kumar, bah voilà, c'est dans le titre, c'est White Castle sinon rien. Ils sont prêts à faire des bornes pour ça, et c'est leur unique mode de vie. On a un portrait d'une génération qui est en rupture totale avec l'ancienne. Avant, on voyait très loin dans le futur, on voulait devenir riche, on voulait avoir une situation stable, financière et familiale. On voyait vraiment, on faisait des plans sur la comète. Maintenant, la génération d'Harold et Kumar, donc personnes nées dans les années 80, et même ça se reconnaît un peu dans ma génération, qui est celle des fins des années 90, ça se reconnaît un peu dans le fait de, plus ou moins, nos futurs. On sait pas trop où on va, on préfère vivre l'instant présent, on veut pas des boulots à long terme, on veut pas de responsabilité, on s'en fiche d'avoir une famille et tout, etc. Enfin, vous, du coup, vous en avez une, mais il y a un peu cet esprit-là de... on vit nos passions et c'est pas grave si on change de bord, etc. Du coup, comme tu m'avais lancé sur, tout à l'heure, sur le rêve américain, et après avoir écouté ton analyse, est-ce qu'on ne serait pas plus sur une émancipation de ce rêve américain, justement ? Émancipation peut-être, en tout cas, moi j'ai trouvé... Enfin, c'est plus une métamorphose, c'est une transition. C'est pour moi maintenant, le nouveau rêve américain, c'est de vivre à fond le présent et arrêter de fantasmer le futur. C'est le nouvel rêve américain se limite à une espèce de mémoire immédiate où c'est « Ah, je vois une pub, White Castle ». C'est des besoins très primaires, très faibles, très simples, où les gars, en fait... Très sur l'instant. Ouais, sur l'instant. Tu vois, Kumar, c'est un gars qui est promis à des grandes études de médecine, donc à une situation sociétale et financière très stable, très renommée, mais il veut pas. Lui, il veut juste rester dans son canapé, et il réfléchit pas plus loin que son canapé. Je pense qu'il y a aussi le burger qui va être le rêve américain, mais ça va être aussi la quête d'intégration. Et notamment pour les personnes qui sont issues de la génération qui ont immigré aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. Ils vont pas avoir l'immigration à proprement parler, et donc ils vont avoir ce besoin d'intégration. Et donc ils vont être entre deux cultures. La culture de leur famille et la culture du sol, donc là dans le cas présent des États-Unis. Et donc c'est un peu un entre-deux aussi de savoir où c'est qu'ils vont se placer. Soit ils doivent intégrer justement la culture américaine au risque de renier aussi leur culture à eux. Donc comme tu disais pour Kumar, l'univers social de médecine dans lequel c'est son père et un peu toute la culture aussi indienne qu'il peut y avoir, ou pour Harold, le stéréotype de l'asiatique qui normalement dans l'intégration est aussi très stéréotypé comme
l'immigré sage et discret Oui. et qui va être vu comme une qualité, alors que en fait, c'est Oui, pas. c'est ça, ouais, C'est aussi un biais raciste. Quoi. Et c'est ça, ils sont, comme tu dis, ils sont en contradiction avec leur passé, avec leur génération d'avant, parce qu'ils sont là, ils se disent, bah non, c'est plus ça qu'on veut faire, c'est plus ça qu'on veut être. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme Kumar, justement. T'as ce côté aussi où il subit la pression de son père pour être médecin à tout prix, alors que lui, il a les capacités. On le voit dans le film qu'il a les capacités de le faire. C'est facile, limite. Ouais, et c'est justement, il a ce côté où il veut pas, en fait, donner raison à son père, il veut pas suivre les rêves de son père, parce qu'en fait, il veut s'émanciper lui-même et puis prendre son chemin, en fait. Mais ça, c'est très intelligent, je trouve, parce que c'est un peu cette pression sociale qu'on a aussi, nous, sur les épaules. Je pense que Kumar, dans l'idée, s'il n'avait pas cette pression de devenir médecin de la part de son père, peut-être qu'il aurait été devenu lui-même. Ouais, c'est ça. D'où aussi la représentation du rêve américain qui est toujours celui de la liberté et du choix, en fait. Ouais. Quand il y a eu le début, justement, de l'expression du rêve américain, c'était vraiment de dire tout est possible. Oui, c'est ça, c'est le champ des possibles. C'est un peu ça de dire, voilà, ouais. Bah j'avais pas tilté ça, et c'est un peu peut-être ce que revendique, Kumar à la fin, là, ce qu'on dit, il le revendique plus ou moins dans un monologue en disant, bah c'est ça le rêve américain, on va le manger notre burger parce qu'on est libre et parce qu'on a envie, etc. T'as tout à fait raison, Céline, j'avais pas vu ça, même la dernière fois. Mais moi aussi, j'avais pas vu comme ça. Mais je pense qu'il y a différentes strates de lecture aussi dans le film. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est vachement bien écrit. Et pour le coup, avec le recul, plus on en a parlé, bah là c'est la deuxième fois qu'on en parle. Et plus on en parle, et plus je me dis que oui, il y a une écriture profonde derrière. Même avec Harold, le côté où en fait, au début, tu vois que c'est la petite personne qui est là, qui fait son... Voilà, il est complètement transparent. Ouais. Et plus on avance dans le film, plus il se lâche. Et à la fin, limite, il devient un sex symbole, en fait. Il s'émancipe. Ouais, il s'émancipe complètement. Il se transforme en super Harold, et puis tout d'un coup, il devient tout de suite attirant. Et on voit que le fait de s'émanciper, justement, il devient quelqu'un, et en fait, il devient visible. Ouais, c'est ça. Ah, mais voilà, c'est une grande leçon de la vie, c'est aime-toi avant d'être aimé par les autres. Et Harold l'a très bien compris en mangeant un burger. Voilà, c'est sa petite... De White Castle. White Castle. Ça aurait été quoi avec un vrai burger? Ouais. D'ailleurs, anecdote, je la place là parce que ça me fait penser à la scène la fameuse scène où il déguste, je crois, une 50aine de burgers au final. Kalpen, l'acteur qui joue Kumar, en fait, était végétarien de base sur le plateau. Et donc, tous les burgers qu'on voit dans la scène qu'il mange, c'est des hamburgers White Castle, mais fait exprès végétarien pour lui. C'est pas de la vraie viande. Ok. Voilà, c'est donc... Ouais, franchement. Ouais, bah tu vois, comme quoi il est vraiment précurseur de pas mal de choses. Ouais, il peut pas... Ça reste un film moderne dans son genre, quoi. Il a vraiment instauré l'image du stoner movie. Il a instauré un peu la critique sociétale américaine dans ce film-là. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Puis avec le recul, je trouve que le film, il prend de plus en plus de place, en moi surtout, de me dire que oui, il a un énorme fond par rapport au premier visionnage que j'ai eu. On peut dire ça exactement de la même chose d'un burger. On peut dire, tu vois, il prend de la place en toi, il a de plus en plus de fond. La métaphore se poursuit, tu vois. Mais elle se poursuit, tout est relié, tout est lié, c'est bon ça. Mais en plus, il y a le côté aussi où, en fait, il amène les limites de la culture américaine, je trouve. C'est-à-dire qu'on a le côté, c'est les rêves américains, il faut y aller, et on brave tous les dangers pour y arriver. Donc, c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui immigrent aux États-Unis, où il y a toutes les démarches administratives ou autres quand c'est encore plus compliqué. Et donc, tu braves les dangers, les peines, la douleur, les tempêtes pour y arriver. Et en même temps, une fois que tu y arrives, en traversant tout ça, tu te rends compte de toute la limite en fait de la culture américaine, du rêve américain qui en fait va pas t'amener le Graal au final. Non, surtout qu'à la fin, c'est ce que l'on disait. Enfin, moi, c'est après on a un point de vue peut-être de Français aussi et du coup vous de Français devenus Québécois. On a un peu ce point de vue peut-être un peu extérieur en se disant, putain, ils en sont réduits à ça. C'est-à-dire, c'est donc ça leur ligne d'horizon, c'est un désir puis un autre. C'est-à-dire que dans le film, le premier, ils vont à White Castle, et dès la fin du premier, ils disent « Ah, on va à Amsterdam se péter la tronche », et spoiler, le 2 commence 2 minutes après le premier. Vraiment, c'est la scène... en fait, la fin du 1, c'est il va dans la douche. Au début du 2, il va dans la douche. Et c'est vraiment... tu peux voir les deux à la suite, comme un grand film de 3 heures. Et donc, tu vois...
Ok. Ah ben non, j'aurais pas pu faire le lien parce que j'ai vu le 2 avant le premier. Donc j'aurais pas pu faire le lien. Si tu veux, tu pourrais regarder le tout début du 1. C'est vraiment, ils ont fait exprès. C'est chronologiquement, il se passe 2 minutes à peine. Et donc là, tu vois, si on revient sur le rêve américain, tu te dis, ben juste, c'est des gens, ils seront jamais satisfaits. Le rêve américain, c'est la spirale du désir, c'est-à-dire, on a une autre pulsion, elle est assouvie, on l'a même pas savourée 5 minutes que, boum, on va aller faire une autre aventure, un autre désir qui lui aussi sera remplacé. Donc, constat, consumérisme, constat assez derrière un peu cette critique très triste, très cynique en fait, de voilà ce qu'on est devenu, tu vois. Mais oui, en vrai. En tout cas, moi je me dis, la peur du vide, et surtout je me dis, punaise, les États-Unis, c'est avilissant de se dire, t'as des gens qui sont dépendants à des chaînes de fast-food. Nous, on en discutait la dernière fois sur le fait que on sait qu'on mange mal. On sait que quand tu vas au fast-food, c'est un peu plaisir coupable. Et tu manges pas ça tous les jours. Ou en tout cas, si tu le fais, tu es vu socialement et tu es un peu jugé. Même si Deliveroo est bien développé maintenant, que ce soit au Québec ou en France, tu as quand même encore cette espèce de jugement de « Ah, tu manges 2, 4, 5 fois par semaine au fast-food. Mange pas de la merde, respecte-toi. » Parce qu'on a une espèce d'estime de la gastronomie en France et au Québec. Enfin, chaque pays a sa culture culinaire, mais en France, on est réputé pour avoir une haute estime de la nourriture. Et ça se retrouve un peu dans notre analyse et dans notre point de vue sur, le rêve américain, c'est ça, c'est de la malbouffe, quoi. De la malbouffe, Et de la malbouffe à $1. C'est surtout se dire de faire tout ça pour au final bouffer un truc qui est dégueu, qui est pas bon pour toi, et qui t'apporte rien, en fait. C'est vraiment le truc de dire, ton objectif final dans la vie, c'est d'aller bouffer quelque chose qui va être digéré en 4 secondes, qui va te faire monter ton taux de glucides et de cholestérol tout le temps au début. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi une image de notre propre vie aussi, de dire que toi, on va dire, tu as des étapes dans la vie, de dire, moi, ma prochaine étape, c'est, je sais pas moi, d'acheter une grosse voiture de luxe. Une fois que tu achètes ta grosse voiture de luxe, qu'est-ce que ça t'aura apporté ? Que dalle. Au final, c'est juste un bel objet qui te sert à rien au quotidien, puis finalement, tu te dis, c'est comme le fast-food, en fait. Tu t'es dit, je l'ai bouffé, ça m'a servi à rien, maintenant, il faut que je passe à autre chose. Non, c'est là, tu vois, tu viens de le dire, et ça met en image peut-être une autre analyse qui est un peu, c'est Harold et Kumar et le burger, c'est le consumérisme. C'est la spirale du désir qu'on peut retrouver dans toutes les cultures, et surtout dans la culture capitaliste. Enfin, ici, on est plus ou moins tous matérialistes, avec la grosse collection de mangas. Moi, j'ai plus de 600 films chez moi. Tu peux l'identifier facilement. C'est, tu achètes quelque chose et à peine tu l'as acheté, il perd son côté un peu sacré neuf et tu veux racheter autre chose. C'est ça. Et donc, à Harold et Kumar, c'est pareil avec de la nourriture et c'est encore plus, c'est destructeur pour le corps. Là, ça amène d'autres choses. C'est un portrait, Harold et Kumar, total, je pense, des États-Unis. C'est pour ça que c'est aussi parlant, que c'est aussi drôle et que c'est aussi cynique, parce que tu sens qu'ils en sont conscients et qu'ils rigolent de cette espèce de médiocrité, de cet état de dire, voilà, on en est. 2 mecs paumés dans la vie, et le seul objectif qu'on a, c'est d'aller bouffer un pitch au steak. Très bien résumé. Parfait. Plusieurs fois, Harold, il veut sortir de ça. De dire, justement, c'est bon, je me suis fait voler ma caisse, on s'est fait braquer, on abuse de moi au travail, on m'oblige à faire... On arrête, c'est bon, le White Castle, ça en vaut pas la peine. Et Harold va toujours le remotiver et trouver quelque chose pour lui remettre la tête dans le guidon en disant... Oui, Kumar, pardon. De rester aussi un peu dans ce côté de roue de hamster, en fait. Tant que tu avances et que tu as un objectif en vue, tu cours et tu vas. Et tu t'arrêtes jamais pour réfléchir si est-ce que l'objectif que tu as, c'est le bon ? Est-ce qu'une fois qu'il sera assouvi, comme on disait, ce sera vraiment important et ce sera vraiment une étape à célébrer ? Ou est-ce que c'est juste un tremplin pour aller ailleurs ? Mais c'est très juste parce que pour le coup, quand tu regardes la finalité des 2 personnages, au final, c'est ce qu'on dit. Kumar, il a consommé son rêve américain. Et au final, qu'est-ce qu'il veut ? Ça l'a pas suffi, il veut passer à autre chose. Mais celui qui en sort le plus grandi dans le film, au final, c'est Harold. Harold, oui. Parce que Harold, c'est le personnage qui évolue. Parce que justement, il se sort un peu de son boulot un peu toxique, avec sa relation toxique avec ses collègues. Bon, il chope la girl next door. Oui. Voilà. Et donc, au final, on va dire que lui s'en sort beaucoup plus grandi, alors qu'au final, son rêve américain, c'était d'essayer de voir s'il n'y avait pas autre chose derrière et de s'émanciper d'une autre façon. Ouais, de sortir de sa condition de l'immigré asiatique discret et travailleur que les employeurs veulent avoir parce qu'ils ne vont pas poser de problème, ils ne vont pas poser de questions et ils vont travailler comme des esclaves.
où c'est une version un peu améliorée de Kumar, un peu plus responsable des deux, mais qui au final veut tout autant kiffer, parce que la première chose qu'il fait le soir quand il rentre du boulot, c'est il se défonce le crâne et il mange de la merde. Et c'est sa vie et ça lui va parce que c'est son petit cocon. Au-delà de l'humour pipi caca et du gras qu'il y a autour, on voit vraiment qu'il y a quand même quelque chose. Et c'est important de le dire parce que ça va peut-être donner des billes aux futurs téléspectateurs qui vont aller voir ce film. Et peut-être qu'ils iront avec un peu plus de... Voilà, peut-être d'envie d'essayer de voir quelque chose sur la société américaine et pas juste d'aller voir une bataille anale et des burgers à bas prix, quoi. Ouais. Bah, c'est tout ce que Cinéphage souhaite, c'est être la nourriture de l'esprit, de manière très humble. Et bah, c'est parfait, ça. Ah bah ouais, tu vois, engagez-moi, je suis scénariste, je vends mes mots. Si vous voulez, on va passer à la dernière étape de ce podcast, qui sont les conseils culinaires. Axel, viens manger! Ah putain! Avant de vous poser la fameuse question, j'ai oublié un truc en tout début d'épisode, c'était je vous demandais votre plat préféré, qui d'habitude est quelque chose que je demande à tous les invités. Donc voilà, je répare ce petit désagrément ici. Donc, quel est votre plat préféré à vous ? Ouais, je vais commencer parce que la dernière fois, j'avais parlé d'un plat qui m'est cher. Mais je vais modifier aujourd'hui et je vais parler du couscous de ma mère. Oh, c'est mignon. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, pour expliquer un peu le contexte, moi, j'ai 2 origines. Je suis originaire du Portugal et originaire de l'île de la Réunion. Donc, rien à voir avec le couscous. Jusqu'ici, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la madré a fait du couscous ? Qu'est-ce qui se passe là ? En fait, voilà, ma mère, elle a pris une recette d'une voisine maghrébine qu'on connaissait, qu'on côtoyait au quotidien. Et depuis, ma mère a fait le meilleur couscous maghrébin qui existe sur Terre. Ouais. Et j'ai pas peur de le dire, désolé à vous, mes amis tunisiens, marocains ou algériens, mais la madré portugaise, elle le fait mieux que vous. Je comprends, tu vois, il y a des choses où même le plus grand chef étoilé maghrébin, il peut pas égaler certains trucs. Moi, c'est la pizza de la grand-mère. Même le plus meilleur des napolitains, elle le casse en deux, hein, je pense. Ah bah oui, je te crois tellement. Donc, couscous de la madré. Et toi, du coup, Céline ? Moi, je vais rester sur le même plat. C'est un plat coréen. C'est un ragoût qui s'appelle le dakjim. Donc, c'est un ragoût qui se fait au poulet épicé, pimenté, avec des légumes et une sauce assez riche. Donc, on fait cuire tout ça. C'est très facile à faire. On met les ingrédients au fur et à mesure. On fait mijoter et tout va bien. Donc, il y a du poulet, mais qui peut se remplacer super facilement par des champignons ou du tofu pour les végétariens. Et ensuite, on met des nouilles de patates douces, les nouilles japchae, qui est un plat coréen également. Et c'est super bon, c'est ma recette de plat réconfortant par excellence, je pourrais en faire tous les jours. Voilà, c'est trop bon, c'est super facile à faire et voilà, ça réchauffe les cœurs. J'ai pas encore eu l'occasion d'en goûter et ça me tente, je suis très curieux de goûter les fameuses nouilles de patates douces que je ne connaissais pas. Et ça, bon. Je te crois. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la fameuse question, ça va être la même que la dernière fois. Pour vous, quelle serait la chaîne de fast-food pour laquelle vous seriez prêt à faire des kilomètres, voire des centaines de kilomètres pour pouvoir y manger, comme Harold et Kumar ? Vous êtes au Québec, ça rajoute une dimension, puisqu'au Québec, les distances sont beaucoup plus grandes qu'en France. Allez, minimum 150 kilomètres. Ah, ok, faut que ce soit du fast-food ou pas forcément ? Voilà, le must, ça serait du fast-food, si t'arrives à avoir. Ouais, alors moi, ce sera pas un fast-food typiquement québécois pour le coup. Mais alors, moi, le truc que je pourrais faire des kilomètres, c'est le cheesy bread de Domino's. Voilà. Et la dernière fois, j'avais justement eu du mal à trouver et j'ai eu la révélation au moment où on a raccroché. J'ai fait ah mais oui, le cheesy bread, mais c'est ça. Donc voilà, cheesy bread de Domino's. Si tu me ramènes Domino's et qu'il n'y a pas un cheesy bread, c'est la mort, quoi. Que je me trompe pas, le cheesy bread, c'est quoi ? C'est la croûte avec ça ou c'est autre chose complètement ? Non, c'est la pâte à pizza qui est pliée en deux, donc ça fait une forme de calzone. Ouais. Et en fait, c'est fromage, ail et un peu genre herbe et encore, mais c'est du beurre, du fromage et de l'ail, quoi. Ok, je suis curieux. Là aussi, peut-être moins affamé que pour les nouilles patates douces, mais ok. Donc 150 km la femme comme ça. C'est l'hiver en plus au Canada. Ouais, si tu mets du fromage, n'importe quoi. Ok, donc là vous sortez le chasse-neige et ça y va, quoi.
Ouais, c'est ça. Ah oui, Je oui, me on y trimballe va. un bout de fromage, là, et c'est bon, je suis. Ok. Et toi, du coup, Kiko? Bah, moi, on va dire que j'ai déjà fait les kilomètres. Donc, France-Québec, ça fait un peu plus de 5000. Ouais. On va dire qu'en France, j'avais entendu parler de Wendy's. Ouais. Et j'ai toujours voulu faire un Wendy's. Là, j'ai fait 5000 bornes pour venir habiter ici. Ouais. Et le Wendy's, c'est incroyable. Ouais, tu m'en as parlé, et là tu me le redis, ça me ça me donne envie de goûter cette chaîne de fast-food Wendy's qui n'existe malheureusement pas en France. C'est quoi par exemple leur burger spécial chez Wendy's? J'ai plus le nom, mais c'est un double steak, double fromage. Et après, ils ont une sauce spéciale aussi. Ils ont une sauce leur sauce spéciale, maison, je quoi. sais plus exactement. Si je dois vous en conseiller un autre au Québec, c'est le Harvey's. Ouais. Ah, En ça me fait, dit un ils truc. font des steaks au bœuf Angus, cuits bien grillés à la flamme. Et après, tu mets ce que tu veux dedans. Et ça, c'est incroyable aussi. Donc, j'ai tapé 5000 bornes aussi pour celui-là. En fait, dans l'idée, j'ai tapé 5000 bornes pour tester tous les fast-food que je connaissais pas. La poutine aussi. Et la poutine, ouais. j'avoue. Ouais, la poutine. Moi j'ai eu l'occasion d'en goûter une à la maison de la poutine à Paris, mais je pense que ça ne vaut rien à la poutine faite par un Québécois Bah, voilà, avec honnêtement, cette je pourrais préparation. pas te dire. Avant d'être au Québec, j'ai jamais fait de poutine et je l'ai découvert vraiment ici. Ouais, je pense que... Et il est tombé en amour de la poutine. Ouais, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Ouais, Et pour le coup, tous les fast-food en proposent. Ouais, bah C'est justement, la frite poutine. quoi. j'allais y venir, c'est ça. C'est McDo propose donc son menu La Big poutine. La Mac poutine. ou sa poutine, c'est ça. Pour donner une différence, en France, t'as le choix entre frites et potatoes. Ici, c'est frites poutine. Est-ce que tu as la bébé poutine dans le Happy Meal ou pas? Ah, Ça, tu vois, parce je que j'imagine crois. le tout petit pot de poutine qui est servi. Alors, peut-être pas Ah. McDo, peut-être pas le Happy Meal, mais en tout cas, il y en a qui le font. Il y en a qui le En font menu pour les enfant, ouais, t'as en menu souvent enfant, une ouais. petite poutine. Et est-ce que c'est une légende ou c'est vraiment effectif au Québec? Le sirop d'érable est partout ou pas trop? Partout. Partout. Ok. Mais en même Partout. temps, il faut qu'il soit partout, le sirop d'érable. Ah ouais? C'est Il pas est- surcoté, hein, le sirop Il d'érable. est dans toutes les cuisines, Ok. dans toutes les recettes. Il est vraiment partout. T'as les cabanes à sucre ici, où justement tu vas prendre l'hiver ton petit brunch le dimanche matin, Ouah. avec ton jambon, avec tes pancakes, avec ton sirop d'érable à côté. Tu mélanges le tout. Mhm. Tu mets ton sirop d'érable sur le bacon. Tu mets le bacon sur les pancakes. Mhm. Et voilà. Pancakes, bacon, sirop d'érable, ça paraît pas comme ça. Mais c'est une dinguerie. une tuerie. Alors moi C'est à faire. je suis pas sucré-salé, mais écoute, il faut être curieux. Je testerai, mais j'ai du mal. Là tu vois, Nous dira. mon petit cœur me dit bacon c'est hyper salé, le sirop d'érable c'est hyper sucré. C'est compliqué. Je vais terminer ce petit tour de table, moi. J'avais une première idée. En France, je me déplacerai de 150 km pour avoir mon fameux Subway que je fais toujours avec mon pote Timothée qui a déjà été présent sur les podcasts et qui nous a fait le logo. Mhm. Là, je serais prêt maintenant à me déplacer de 150 km, soit pour la poutine Happy Meal de n'importe quel fast-food au Québec, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de goûter ça. Viens. Mais oui, mais bah alors c'est un projet de vie, mais on verra peut-être. Voilà, donner au Patreon qui n'existe pas et on verra si Cinéphage peut faire un Petit voyage au Québec. un petit voyage au Québec et ça peut être l'occasion de faire un hors-série cabane à sucre avec la préséance. Voilà, je vous enverrai le lien qui n'existe pas toujours. Donc voilà. Et la deuxième, c'est je pense là on se retrouve avec Kiko. Je vais full à la pub, mais je veux goûter le Krusty Burger qui vient des Simpsons, Ouais. qui dans la série est jugé comme infâme à chaque fois. Krusty il le dégueule, mais je sais qu'il existe. Tu m'as dit qu'il existait, Ouais, il existe. et je suis prêt à faire 5000 km pour goûter cette boule de gras et de crispy onions, parce que Moi, je l'ai pas encore fait. Il me Ouais. reste encore quelques kilomètres à faire pour le tester. Donc, Ah mais bah, je t'envie beaucoup. Donc voilà, ça c'est mes deux objectifs. Avec une d'œuf et c'est bon. Ouais, si je vais au Canada, il va falloir que je fasse un régime parce que ça va être violent. Voilà pour ce qui est, voilà pour ce qui est de ce petit tour de table. Il est temps de se dire au revoir. La préséance, on peut vous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, c'est ça?
Sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, j'en passe, tous les applis de podcast en général, Acast aussi, je crois. Apple Enfin, Podcast, bref, du coup, un peu partout. en place 18, CF... comment c'est Pedro Carlos. CF Carlos, voilà, Apple Podcast, en très bonne place. Pareil pour... En ex-aequo avec Cinéphage. Ex-aequo, ouais, on se tire la bourre et c'est pour ça, tu vois, c'est franc jeu. On fait des feats pour faire la paix. DMM aussi, surtout dans ma mangatech, partout. DMM un peu partout aussi, pareil. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur la Préséance Podcast. Oui. Et DMM Podcast aussi pour le manga. Vous êtes beaucoup plus présent que moi sur les réseaux, donc c'est une bonne chose. Donc encore une fois, il y a de quoi manger chez la Préséance Podcast. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, Gourmet Gourmette. Vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, sur Instagram. Je suis sur Twitter aussi, mais je galère encore un peu à savoir ce que je veux faire dessus. Mais on est là, on est présent. Et sinon, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes que vous avez manqués. Qui sait, je vais peut-être me faire encore voler mon ordi, donc il n'y aura peut-être pas d'épisode avant longtemps. Et donc, Gourmet Gourmette, après séance podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. À bientôt tout le monde, merci. Merci, à bientôt. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.